Voilà, bonjour tout le monde. En général, je propose aux gens de regagner leur place, mais je vois que l'auditoire est plein. Je ne vous cacherai pas que ça fait très plaisir de voir de nouveau enfin un auditoire plein, et j'espère que ça va pouvoir durer. Voilà, je m'appelle Jean-Philippe Hoche, je travaille au Swiss Plasma Center et je vais vous donner ce cours de mécanique générale. Donc, bienvenue à l'EPFL. C'est un cours qui va vous prendre quelques heures par semaine, 2 heures le mardi, plus 2 heures d'exercice aussi le mardi, et 2 heures le jeudi matin. Pendant cette première période, je vais uniquement parler de l'organisation du cours parce que la situation sanitaire nous impose encore quelques mesures un petit peu particulières. Et pendant la période de cet après-midi, on va parler plus en détail du contenu du cours que je vais vous donner ce semestre. Vous verrez que le contenu du cours, il est essentiellement connu de vous tous, en tout cas pour la bonne moitié, parce qu'on va pendant très longtemps parler d'une loi que vous connaissez tous, qui est F égale MA. Et la deuxième loi dont on parlera, que vous connaissez peut-être un petit peu moins, c'est celle qui dit dL sur dt est égal à M, où L, c'est ce qu'on appelle le moment cinétique, et M, c'est le moment des forces par rapport à un point donné. Donc du point de vue de loi que vous devrez apprendre, il y en aura assez peu. Le but de ce semestre, c'est plutôt pour nous de vous apprendre, de vous inciter à trouver une méthode de travail qui vous amènera à être plus indépendant, qui vous amènera à être plus critique, qui vous amènera à aborder les problèmes de manière différente, parce que bien évidemment, le but de vos études, ce n'est pas de vous apprendre à résoudre des problèmes qui ont déjà été résolus, c'est justement de vous donner les outils qui vous permettront par la suite de trouver des solutions à des problèmes qu'on n'arrive pas à résoudre aujourd'hui. Et donc ça va certainement imposer un changement de paradigme parce que pour beaucoup d'entre vous, les études jusqu'à présent, que ce soit au lycée ou au gymnase, on vous donnait des formules qu'on n'expliquait pas forcément en détail. On vous donnait des problèmes, on vous disait, voilà, pour tel problème, il faut telle formule, il faut l'appliquer, et c'était fini. C'est exactement ce qu'on ne veut pas faire ici. On veut vous dire, voilà, on a un problème, comment est-ce qu'on va gérer ce problème? Quelles sont les approches qu'on peut envisager pour trouver une solution? Et ensuite de ça, les lois qu'il faudra appliquer, je les ai essentiellement mentionnées avant, il y en a 2, et donc ce n'est pas ça qui sera le plus compliqué. Mais tout ce qui est important, c'est vraiment l'approche du problème, le regarder sous des angles différents, imaginer ce qu'on peut faire ou ce qu'on ne peut pas faire, et c'est ça qui va demander énormément de changements dans votre manière de faire. Donc dans cette heure, ce que je vais faire, c'est essentiellement parler de l'organisation du cours avec les aménagements qu'on a en raison de la situation sanitaire, et je vais vous parler de tous les supports qu'on a, qui sont assez nombreux. Je vais aussi parler de la bibliographie pour terminer. Voilà, donc la manière que j'ai de donner le cours, c'est sous forme de transparent. Les transparents sont disponibles sous le site Moodle. Je pense que vous savez tous maintenant ce que c'est que Moodle. C'est l'outil principal du cours, c'est le forum sur lequel vous trouverez tous les transparents, toutes les données d'exercice, des informations au sujet du cours. Et c'est aussi sur ce site que vous pourrez vous inscrire dans des groupes pour les séances d'exercice. Donc on aura un cours de 14 semaines où on a donc chaque semaine on a 3 heures de cours, de vrais cours, plus 1 heure que j'appelle heure de contact. C'est 1 heure dans laquelle je n'ai pas encore de programme bien défini, sauf pour cette semaine. Et c'est 1 heure dans laquelle je peux soit répondre à des questions, soit aborder des problèmes qui vous ont causé des ennuis, soit je peux aussi vous poser des questions, faire des petits quiz, des choses comme ça. Mais c'est 1 heure pendant laquelle on ne fait pas en principe le vrai sujet du cours. Je l'utiliserai souvent aussi pour faire des rattrapages en mathématiques.
parce qu'on constate souvent que l'outil principal qu'on utilise pour faire de la physique, à savoir les mathématiques, c'est quelque chose qui a, pour beaucoup d'entre vous, un petit peu des lacunes. Ce n'est pas un problème, hein, parce que vous venez d'horizons qui sont extrêmement différents. Il y en a qui ont fait mathématiques renforcées au gymnase, pour lesquels les mathématiques ne devraient pas causer trop de problèmes, mais si vous avez fait autre chose, il est normal que vous soyez un petit peu comment dire, moins bien préparé à l'utilisation des outils qu'on va aborder ici. Et c'est pour ça qu'en classe, je ferai un petit peu de développement à partir d'aujourd'hui sur les vecteurs, sur les équations différentielles aussi, de manière à pouvoir vous donner des bases en mathématiques. Mais ce n'est pas vraiment le cours de physique. Donc ça, c'était en ce qui concerne les 14 heures de contact. Donc on aura des exercices. Les exercices se dérouleront le mardi de 17h à 19h dans des salles qui sont au centre-ouest. Et moi, je vous encourage vraiment à suivre les exercices. Si vous le pouvez, je vous encourage à les suivre en présentiel, parce que le contact avec les assistants est quand même toujours meilleur dès qu'on peut poser une question. Ce qu'il y a aussi, c'est que vous verrez que vous aurez chaque groupe un assistant qui vous sera a priori attribué pour tout le semestre, si tout va bien, et avec lequel vous pourrez développer des contacts plus profonds si vous avez des problèmes. Donc, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, je vous encourage vraiment à ne pas rester dans le flou, mais aller vers les assistants, venir vers moi, et vous verrez qu'on a aussi d'autres outils. Donc, pour ce qui concerne les aménagements qui sont liés à la situation sanitaire, eh bien, on est obligé et on tient à faire en sorte que tout le monde puisse suivre le cours, que ce soit en présentiel. Alors je vois qu'en présentiel, ça va impliquer qu'il y en a qui sont assis dans les rangées, mais aussi en live streaming. Et donc, tous les cours vont être retransmis en direct sur YouTube avec des liens qui sont sur Moodle. Et les cours seront également enregistrés. Vous pourrez y avoir accès si vous désirez les consulter par la suite. Là, je mettais que je ferai des pauses de 5 minutes toutes les 20 minutes. Ça, c'était valable si l'auditoire avait été complètement vide. Là, étant donné que c'est plein, il faut 5 minutes pour s'installer, donc on ne va pas faire ça pour ce semestre. Et on verra aussi comment se passe l'organisation des exercices, puisque, comme je l'ai dit, je privilégie vraiment le présentiel, mais on doit évidemment aussi être flexible et être prêt soit à une évolution de la situation, soit alors à pouvoir donner accès à ceux d'entre vous qui ne peuvent pas être ici aux séances en ligne. C'est pour ça que dans les groupes d'exercices qui sont en cours de formation, eh bien, il y en a 3 pour lesquels la séance se donnera en ligne. On vous offre aussi sur une base volontaire le samedi entre 11h et 13h ce qu'on appelle des séances de rattrapage qui se dérouleront dans 3 auditoires, je ne sais plus exactement lesquels. C'est quelque chose qui est vraiment sur une base volontaire, il n'y a aucune obligation d'y aller. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous aurez moins d'assistants pour ça. Donc, dans les séances d'exercice normales, vous aurez un assistant pour à peu près 10-12 personnes. Et le samedi, si vous sentez le besoin de venir, vous aurez à peu près un assistant pour à peu près 20 personnes. Donc, un petit peu plus de difficultés. Mais là aussi, c'est des séances qui sont en présentiel et qui sont donc bénéfiques. On utilisera aussi un forum qui s'appelle Piazza. C'est donc un forum sur lequel vous pouvez poser des questions. C'est un forum participatif et c'est donc dans l'idéal les étudiants qui posent des questions, mais aussi les étudiants qui y répondent. Et la réponse, lorsqu'il y a un post, c'est que les autres étudiants le regardent. S'ils pensent avoir la réponse, eh bien, ils la postent également. Et après un certain temps, qui sera, je l'espère, assez long, eh bien, c'est quelqu'un de l'équipe d'encadrement qui validera ou non la réponse qui a été construite par les étudiants.
Donc ce forum, il s'appelle Piazza et son adresse est aussi donnée sur le Moodle. Donc comme je l'ai dit, le support de cours, ce sera des transparents. Vous les voyez ici, ces transparents sont accessibles. Alors normalement, vous avez déjà les transparents pour tout le cours. Vous pouvez les télécharger sans problème. Cela dit, ce n'est pas impossible qu'une leçon ou l'autre elle évolue parce que j'ai encore des fautes à corriger ou des choses comme ça. Donc sur le Moodle, vous pouvez toujours voir à côté d'un fichier à télécharger la date à laquelle il a été modifié. Et ainsi, vous pouvez être sûr que vous avez la dernière version. Même chose pour les exercices. En général, je les mets le lundi qui précède la séance. Et puis, les corrigés, je les mets aussi sur Moodle, mais je les mettrai probablement le samedi après-midi, donc après les séances de rattrapage. On fera aussi, si possible, un examen blanc à une date qui est à définir, je ne sais pas exactement quand, ce sera pendant une séance d'exercice, donc on va remplacer une séance d'exercice par un examen blanc. Et dernière chose pour ce qui est support de cours, il faut savoir que je peux organiser ce qu'on appelle des office hours, c'est-à-dire des heures pendant lesquelles je suis disponible pour répondre à vos questions, que ce soit en groupe ou des questions personnelles. Alors, je pense que ce qui est important, c'est de me prévenir si vous avez des questions à poser à l'avance. Et on peut se fixer un rendez-vous, que ce soit à l'Institut ou bien dans une salle qui est ici, si je décide de rester sur le site. Et ces office hours, ce sera le mardi de 13h30 à 15h30, soit la période entre les 2 heures de cours du mardi. Voilà. Donc, je vous ai parlé de séances d'exercice. Le but de ces séances d'exercice qui sont en présentiel, c'est donc d'être une douzaine d'étudiants avec ce qu'on appelait précédemment un tuteur qui est là pour animer votre groupe. Donc l'idée aussi, quand vous faites ces exercices, c'est de ne pas être seul, mais de construire aussi une réponse de manière plus ou moins commune, avec un tuteur qui anime votre groupe. Et l'idée, c'est évidemment de regarder d'abord par vous-même le problème, d'essayer d'entrevoir la solution, d'encadrer le problème, d'envisager ce que vous pouvez faire, et après ça, commencer à faire le problème. Et si vous avez des ennuis, ben, évidemment, de discuter avec vos collègues pour bénéficier de l'information qu'ils pourraient vous donner, mais aussi pour aider vos collègues. Donc le but, c'est vraiment de faire un travail dans lequel vous pouvez à la fois bénéficier personnellement de ce que vous faites, mais également bénéficier de l'expertise de vos collègues. Et on voit depuis quelques années que c'est quelque chose qui est assez populaire. Les étudiants aiment bien ça. Donc si vous ne l'avez pas encore fait dans ces groupes d'exercice, il faut le faire assez vite, puisque on aimerait le faire. J'ai vu tout à l'heure qu'il y avait encore à peu près un peu plus de 60, voire 70 étudiants qui n'étaient pas encore dans un groupe. Je vous suggère de le faire assez vite à l'adresse qui apparaît ici, donc sous le Moodle. Et la dernière chose, c'est que pour chaque salle, il y aura un assistant doctorant du SPC qui sera présent. Et donc, si vous avez aussi des questions sur le déroulement du cours, vous pouvez aller vers l'assistant doctorant et lui poser directement les questions. Comme je le disais, un des aménagements, c'est de vous offrir la possibilité de suivre les cours en ligne. Et donc là, on va devoir faire preuve de flexibilité. Jusqu'à vendredi, j'avais très très peu d'idées de combien de personnes seraient intéressées à suivre le cours et les exercices en ligne. J'ai décidé qu'il y aurait 3 groupes qui seraient formés de cette manière. Ils ne sont pas encore tout à fait pleins. Ce qu'il faut savoir, c'est que vraiment, je privilégie les exercices en présentiel. Et donc, si vous vous dites un jour, je n'ai pas envie d'aller sur le campus, je vais suivre les exercices en Zoom, ça implique que vous devez changer de groupe. Alors, ce n'est pas impossible, évidemment, mais ce n'est pas quelque chose que je recommande
que je recommande a priori. Ce qui concerne les séances de rattrapage, ben voilà, maintenant j'ai les auditoires ici. Ce sera donc au CE2, au CM011, 12 et 13. Alors vous verrez que là, vous aurez largement assez de place puisque ça fait un total de 355 places pour 200 étudiants. Donc si vous venez tous, ben, vous verrez que vous aurez largement assez de place dans ces auditoires. Voilà, maintenant, quelques mots sur les outils que nous allons utiliser pour le cours. Je l'ai déjà mentionné 3-4 fois. L'outil principal, c'est vraiment Moodle. Okay, donc, une fois de plus, c'est vraiment l'outil que vous devez consulter si vous voulez savoir ce qui se passe dans le cours. Donc pour moi, c'est extrêmement important. On va utiliser le forum Piazza. Et donc vous verrez qu'en posant des questions, vous construirez les réponses par vous-même, mais au bout d'un certain temps, eh bien, votre réponse sera validée ou pas, ou alors elle sera commentée, corrigée par soit un des assistants du cours, soit un des assistants étudiants, soit un des doctorants, soit par moi-même également. Et donc, je vous encourage aussi à aller sur Piazza, je vous encourage à y participer. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous pouvez le faire de manière totalement anonyme. Si vous avez peur de poser une question qui, entre guillemets, pourrait être bête, eh ben, j'ai un commentaire à faire, c'est qu'il n'y a jamais de question bête. Moi, je n'ai jamais vu une seule question bête. Donc, même si vous pensez que c'est une question débile que vous posez, il ne faut vraiment pas hésiter. Et la deuxième, c'est évidemment que vous pouvez faire ça de manière totalement anonyme. Donc c'est quelque chose qui peut aussi vous inciter à participer un petit peu plus. Je vous ai déjà dit que les vidéos seront mises en ligne sur YouTube. Si je ne me trompe pas, c'est peut-être Guillaume qui pourra me dire, mais on a déjà un canal sur lequel on a toutes les vidéos de l'année dernière, c'est juste? Donc comme et le lien sur Moodle. D'accord. Donc sur Moodle, vous avez un lien sur une chaîne YouTube, c'est ça? Une playlist, d'accord, ouais. Vous avez une playlist qui vous permettra, si vous le désirez, si vous voulez prendre un petit peu d'avance, de voir toutes les vidéos de l'année dernière, puisque c'est la seconde année qu'on les enregistre. Alors, je vous ai dit qu'on a beaucoup d'outils. J'en présente encore 3 ici qui peuvent revêtir un certain intérêt pour vous. Le premier, c'est le MOOC de mécanique. C'est donc une série de vidéos qui existent depuis 7 ou 8 ans, qui ont été faites par le professeur Ansermet. Les liens sont probablement aussi sur Moodle, mais je vous les donne ici. Vous pouvez vous inscrire à ce cours. Et le cours que moi je vais vous donner, il suit passablement celui du MOOC, et en particulier les leçons 1 à 20. Il y a aussi d'autres outils qui peuvent être intéressants. Il y en a un, c'est une application que vous trouvez sous Android et sous iOS, qui s'appelle Unino. C'est une application sur laquelle, c'est une application gratuite d'abord, et c'est une application qui a été développée par des étudiants de l'EPFL et sur laquelle vous trouvez un résumé du cours de physique de mécanique. Vous trouverez, donc c'est une sorte de formulaire avec les choses qui sont importantes. Vous trouverez également une série d'exercices qui sont résolus en vidéo. Et donc c'est quelque chose qui peut être très très intéressant. Dernière chose, aussi sur le Moodle, on a une base de données d'exercices de mécanique qui s'appelle Exocet et sur laquelle vous trouverez pour tous les chapitres de ce cours des exercices qui sont corrigés. Donc vous voyez que je vous ai déjà parlé de Moodle, de Piazza, de MOOC, de Unino, de Exocet. Il y a encore plein d'autres outils. Vous voyez que ça fait beaucoup d'outils. Et ce qui, moi, me cause un très léger problème, c'est que finalement, ça peut devenir compliqué. Ces outils, si vous les regardez tous, si vous les utilisez tous, ça va vous prendre du temps d'apprentissage, ça va vous prendre du temps de consultation. Et donc, ce que je vous suggère de faire, c'est vraiment de regarder ces outils, de sélectionner celui qui vous convient,
Peut-être qu'il y en aura un, peut-être qu'il y en aura deux, j'en sais rien. Mais vraiment, vraiment de faire un choix. Parce que eh bien, sinon c'est vraiment trop compliqué, vous passerez trop de temps dessus. Vous verrez que de manière générale, vous serez submergé par un flot d'informations, des informations qui sont parfois redondantes, les informations peuvent venir de plusieurs endroits, et donc ce serait dommage de faire les choses plusieurs fois. Donc je vous ai dit qu'on a beaucoup d'outils pour aborder ce cours, beaucoup d'outils numériques. Il y a également des outils bibliographiques, des livres. Et là aussi, ce n'est pas profusion qu'il y a de livres, c'est vraiment pléthore. Il y a énormément de livres. Moi, je ne suis pas un livre particulier. Donc, il n'y a pas un livre dans lequel vous allez pouvoir trouver tous les chapitres que je vais vous donner, mais je suis essentiellement basé sur le bouquin de mécanique qui a été écrit par le professeur Ansermet et pour lequel les exercices sont aussi corrigés. Je pense que c'est les mêmes exercices que ceux qui sont dans l'application dont je viens de vous parler, Unino. Mais bon, évidemment, moi, je travaille avec beaucoup de livres, et ceux dont je m'inspire essentiellement sont avant tout celui de quelqu'un qui s'appelle Benson, qui est paru chez The Book, de même que le bouquin de Hecht, qui est aussi paru chez The Book. Alors, il y a vraiment des collections de livres. Il y en a un, celui... oups. Ouais. Alors... Voilà. Ce livre, il est vraiment consacré à la mécanique générale, alors que les autres qui sont ici sont des bouquins qui sont consacrés à toute la physique, qui sont beaucoup plus épais et que vous pourrez utiliser aussi pour le cours de thermodynamique, si vous en avez un par la suite, ou alors si vous êtes intéressé par la physique, vous pourrez le garder pour la suite de vos études. Il y a aussi des livres qui sont plus spécialisés, que je vous recommanderai pas si vous débutez avec la mécanique générale, mais qui sont aussi très intéressants. C'est les trois qui se trouvent ici. Il y en a un de Hibeler, qui est bien parce que c'est un bouquin dans lequel il y a énormément d'exercices. Et puis, il y en a encore deux. Il y en a un qui est en français, qui est d'un gaillard qui s'appelle Pérez, paru chez Duno. Et un livre de mécanique générale, ça, c'est celui que je considère comme ma Bible. C'est celui dont je m'inspire le plus. Mais malheureusement, il est épuisé. Donc on le trouve par des biais un petit peu gris comme ça, mais plus officiellement. Voilà. Pour ce qui est de livres d'exercices, il y a aussi de la littérature qui existe. Et puis, il n'y a pas de miracle. Hein. Moi, quand les exercices que je vous donne, en particulier à l'examen, je ne les invente pas de A à Z. Donc je vais toujours m'inspirer de quelque chose qui existe dans un bouquin. Et les livres que j'utilise pour chercher des exercices, c'est ceux qui se trouvent là. Il y en a un qui est de Feynman. Et les deux autres, c'est aussi des livres qui sont relativement connus, qui sont faciles à trouver. Celui-ci, celui de Morin, il est pas mal. Il est aussi accompagné par un livre de physique qui est également très bien. Ce que je voulais vous dire, c'est que comme pour les supports informatiques auxquels vous avez accès, c'est la même chose avec les bouquins. Peut-être que dans un livre, vous trouverez des informations qui vous conviennent, un style qui vous convient, et peut-être que dans celui d'à côté, je ne sais pas, c'est peut-être la présentation ou le graphisme qui ne vous plaira pas. Moi, je ne peux pas le savoir a priori. Je ne peux pas vous dire tel livre est meilleur que celui-là. C'est vraiment à vous de vous choisir un support et puis de vous y tenir ou pas. Vous faites vraiment comme vous voulez. Pour moi, il n'y a vraiment aucun souci.
Et là encore, sans vouloir faire de publicité pour qui que ce soit, vous avez accès à énormément de ressources, mais vraiment tout ce que vous voulez, simplement en utilisant Google, quoi. Vous pouvez trouver des cours, vous pouvez trouver des solutions d'exercices, vous pouvez trouver des bouquins. Donc ne vous privez pas, hein, mais tâchez de trouver quelque chose qui vous convient. Voilà, alors, comme j'ai encore deux petites choses à dire dans cette première partie. La première, c'est un bouquin. Alors c'est un bouquin que je conseille éventuellement. C'est une ressource de plus, hein, mais si vous vous sentez un petit peu désemparé sur la manière d'aborder le cours, sur la manière d'étudier, je vous ai dit probablement que votre manière de travailler, elle va devoir évoluer par rapport à ce que vous avez connu jusqu'à présent. Et puis le CAP, le Centre d'aide pour les enseignants, il a édité un livre qui est destiné aux étudiants qui débutent et qui vous donne des trucs pour vous aider à apprendre à étudier. Donc c'est un livre, alors évidemment, je pense qu'il est en accès libre, si je ne me trompe pas, et il est accompagné lui aussi d'un MOOC dont je donne l'adresse ci-dessous, et il y a même une petite bande-annonce que vous pouvez regarder si ça vous intéresse. Alors là aussi, si vous êtes confiant que votre méthode de travail est la bonne, si vous voyez que vous n'avez pas de problème à résoudre tous les problèmes que je vous donne, si vous voyez que vous progressez vite, c'est clair que vous n'aurez pas besoin d'aller consulter ce livre. Mais il faut savoir que si vous en avez besoin, il est à disposition. Les deux dernières choses que j'aimerais dire dans cette brève séance, c'est la première, c'est que depuis cette année, l'EPFL promeut la culture du respect et de l'égalité. Et à ce sujet, il y a une campagne de promotion qui a été lancée il y a quelques jours. Et vous pouvez, si vous le désirez, évidemment, si ce sujet vous concerne, vous pouvez consulter le site qui est indiqué sur cette slide ici. Je vous invite à aller y jeter un œil. De même que dans le respect de la différence, eh bien, il y a un groupe qui a été créé. Alors, ça, je ne connais pas du tout les détails, mais je sais que c'est un groupe de soutien pour la communauté LGBTQ. Et vous pouvez, alors ils appellent ça un safe space, et vous pouvez consulter le site qui est ci-dessous si vous vous sentez concerné. Voilà. J'ai fini avec l'introduction au cours. Je vais peut-être tout de suite démarrer avec ce que je voulais faire cet après-midi, tant mieux. C'est le contenu lui-même du cours. Et puis, alors, il faut juste que je change de fichier. Donc, entre maintenant et puis cet après-midi, je vais vous parler donc de ce que nous allons faire pendant ce semestre. D'abord, je vais définir ce que sont la physique et la mécanique. On va parler du contenu et des objectifs du cours. Et je vais aussi vous donner quelques conseils de base. On a préparé une petite expérience pour moi qui va vous permettre de mesurer ce que vous allez apprendre pendant ce semestre. Pour ceux qui ne le savent pas déjà, hein, parce que c'est une expérience qui est très bien connue. Vous voyez que j'ai ici une roue de vélo qui est suspendue par deux fils à cette barre métallique. Et puis, je vais la faire tourner. Voilà. Et ce que je fais maintenant, c'est que je prends cette paire de ciseaux et puis je coupe le fil.
Vous voyez que le mouvement de cette roue, il est un petit peu surprenant. On se serait attendu a priori à ce que ça tombe comme ça. Et vous voyez que ce n'est pas du tout le cas. Elle se met à tourner autour de cet axe vertical. Et elle tourne toujours autour d'elle-même. Ça va durer encore un petit moment comme ça. Et pour vous dire, ce qu'on va faire, c'est qu'à la fin du semestre, ce mouvement, il n'aura plus aucun secret pour vous parce que c'est l'application très simple de la loi, la deuxième loi que je vous ai mentionnée, donc que la dérivée du moment cinétique par rapport à un point donné, c'est la somme des moments des forces par rapport à ce même point. Et vous verrez que ce sera extrêmement facile de comprendre ce mouvement. Évidemment, il y aura beaucoup de chemins entre l'endroit où on est aujourd'hui et la compréhension de ce problème, mais ça vous donne une idée de là où on va aller. Voilà. D'abord, la question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce que c'est que la physique et plus particulièrement, qu'est-ce que c'est que la mécanique ? Donc le but de la physique, c'est d'essayer c'est un peu gonflé, mais c'est d'essayer de décrire le monde, de comprendre les phénomènes que l'on observe et surtout de coller dessus des lois mathématiques qui nous permettent, lorsqu'on observe un problème, de faire des prédictions. Okay ? Et évidemment, c'est quelque chose qui demande d'abord de l'observation, ça demande de l'analyse et ça demande aussi beaucoup d'expérience. Et la mécanique, qui est probablement la partie la plus vieille de la physique, eh bien, c'est l'étude du mouvement des corps, mais plus simplement, c'est l'étude des mouvements de corps qu'on appellera des points matériels, où toute la masse elle est concentrée en un seul point. Et par la suite, on regardera comment les lois évoluent, comment est-ce qu'on peut faire pour étudier le mouvement non pas de points matériels, mais de corps solides, donc qui ont un volume, qui ont une densité, qui ont une certaine masse. Ce que je voudrais vous dire, c'est que je voudrais paraphraser ce qu'a dit Ludwig Boltzmann, un physicien très très célèbre. Il a dit que la mécanique, c'est vraiment la base de la physique, c'est le fondement de tout ce qui se construit par la suite. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que avant de faire de la physique elle-même, elle s'appuie sur une autre science, sur deux autres sciences, qui sont les mathématiques, et les mathématiques elles-mêmes s'appuient sur la géométrie. Et donc, nous, on va se concentrer sur la partie de la mécanique, qui est une partie de la physique seulement, parce que les autres branches qui sont bien développées, qui sont bien connues en physique, c'est la thermodynamique que vous aborderez au semestre suivant, peut-être pas pour tout le monde, mais aussi l'électromagnétisme, que nous n'aborderons malheureusement pas du tout. Et il y a encore d'autres domaines après, la physique quantique, etc. Mais ça, ça ne nous concerne vraiment pas. Voilà. Le contenu du cours, il sera le suivant. Je vais passer assez brièvement dessus. Comme je l'ai dit, les fondements, l'outil principal pour faire de la physique, c'est les mathématiques. Et donc, on va commencer par faire non pas de la physique, mais un petit peu de mathématiques. Alors, j'espère que ce sera des rappels pour vous. Je pense que ce sera quand même aussi une nouveauté pour certains d'entre vous. On va faire un petit peu de calcul vectoriel. On va introduire ces grandeurs qui sont des vecteurs, c'est des espèces de flèches, tout simplement. On va parler de dérivation. Alors la dérivation, c'est aussi pour la plupart d'entre vous quelque chose que vous avez déjà vu au gymnase. On va essayer de le voir un petit peu plus en profondeur et on va essayer de comprendre exactement ce que c'est qu'une dérivée. Pourquoi ? Parce que lorsque on commencera à étudier le mouvement des corps, eh bien, on va devoir utiliser des dérivés. Et si on veut étudier le mouvement d'un corps, eh bien, avant de comprendre les raisons qui font que le corps il évolue d'une manière ou d'une autre, il faut pouvoir décrire. Il faut un outil qui nous permette de
déterminer, un outil mathématique qui nous permette de déterminer la manière dont on va écrire l'évolution. Et cet outil, c'est la cinématique. On va donc introduire énormément de grandeur, mais les outils qu'on utilise, c'est la position, la vitesse et l'accélération, que vous connaissez directement. On verra que pour décrire le mouvement d'un objet, si on connaît sa position à n'importe quel moment, eh bien on connaît sa position, on connaît tout. Mais on peut aussi déterminer les grandeurs qui sont la vitesse et l'accélération, qui ne sont pas forcément utiles dans le cas de la cinématique, mais qui nous permettront de faire le lien avec les lois de Newton qui permettent de déterminer l'évolution. Et les lois de Newton, c'est celles qu'on verra au chapitre numéro 4, c'est celles que vous connaissez déjà. Enfin, celles que vous connaissez déjà, c'est certainement F est égal à ma. Mais il y a non pas une, mais 3 lois de Newton qui sont toutes les 3 aussi importantes l'une que l'autre. Vous verrez qu'il y a le principe d'inertie, la loi de la dynamique et la loi d'action-réaction. Et on les énoncera toutes. Alors je ne sais pas pourquoi ces lois, je ne connais pas la raison d'être de ces lois. Je sais que c'est juste une manière de décrire les choses qui permet de décrire le monde. Et donc, je vous les donnerai, c'est des lois qu'on ne peut pas démontrer, évidemment. On parlera ensuite de ça, des différentes forces qu'il y a, et vous verrez que finalement, dans les forces fondamentales, il n'y en a que 4, dont on utilisera 2 seulement, ce qui sont la loi de la gravitation, la force de gravitation et la force électromagnétique, et que toutes les autres forces ne sont en fait que des manifestations de ces forces fondamentales. Donc les forces de frottement, les forces de soutien, toutes les forces sont uniquement des manifestations de 2 forces fondamentales que nous allons décrire. Et en plus de ça, ces 2 forces fondamentales, elles ont à peu près la même forme. Ensuite de ça, on commencera enfin au chapitre 4 à commencer à traiter de vrais problèmes. On va d'abord traiter celui de la balistique. La balistique, c'est celui d'un système où on a un objet qui est soumis à une seule force, et en l'occurrence, c'est la force de gravitation. Et on regardera quelle est la trajectoire d'un objet lorsqu'il est soumis à une seule force qui est constante. Vous verrez que lorsque je lance un objet en l'air, eh bien, la seule force qui agit dessus, c'est la force de gravitation, si on fait la bonne approximation, évidemment, et qu'à partir de ça, on peut déterminer que la trajectoire de cet objet, c'est une parabole. Ensuite de ça, on compliquera un petit peu les choses et on se dira, oui, mais bon, le fait qu'on dise que l'objet ne subit qu'une force, c'est une idéalisation, parce que l'objet il est toujours dans l'air, et dans l'air, il y a des forces de frottement. Et on introduira une force de frottement pour voir comment le mouvement balistique se modifie, et vous verrez qu'on résoudra une équation différentielle un tout petit peu plus compliquée. On va faire pas mal d'applications des lois de la dynamique, et en particulier, il y a un problème tout à fait général qu'on verra, un problème extrêmement important qui est celui de l'oscillateur harmonique. Pour simplifier, c'est celui où on prend un ressort qu'on suspend au plafond, on attache une masse et puis on laisse évoluer le ressort. Alors vous voyez que le ressort il oscille autour de sa position de manière harmonique, et c'est un problème qui est tout à fait classique, qui est très important, c'est un problème canonique qu'on résoudra en détail. On le résoudra aussi dans le cas où, là aussi, on introduit une force de frottement et on aura un oscillateur harmonique dont on dira qu'il est amorti, avec une amplitude d'oscillation qui diminue, qui s'arrêtera. Ensuite de ça, on s'intéressera à la résolution de problèmes pour lesquels les coordonnées cartésiennes que vous connaissez, donc x, y et z, ne sont pas forcément les coordonnées qui sont les plus appropriées. Et donc je vais introduire des coordonnées qu'on appelle cylindriques et sphériques, qui sont utiles lorsque le problème que vous voulez résoudre, il
présentent des symétries qui sont pas directement descriptibles avec la géométrie cartésienne. Qu'est-ce que c'est? Ça peut être par exemple un pendule qui oscille autour de son point. On peut très très bien résoudre ce problème en coordonnées cartésiennes, mais il y a des coordonnées qui sont plus appropriées, qui permettent de simplifier la donnée du problème et donc de résoudre la quantité de calculs qu'on fait. Les calculs qui sont compliqués sont ceux qui permettent d'exprimer la position, la vitesse et l'accélération dans ces coordonnées qui sont un petit peu compliquées. Vous verrez que ça prend des formes qui seront à peu près les formules les plus compliquées de ce cours, mais lorsqu'on applique ça au problème, eh bien, en général, il y a des grandeurs qui s'annulent et finalement tout se simplifie. Donc, jusqu'à ce moment-là, on aura vu le mouvement de points matériels et on aura des lois qui nous permettent de résoudre le mouvement. On abordera ensuite de ça une manière de voir les choses qui est tout à fait équivalente, mais qui est basée sur des grandeurs différentes, sur les mêmes principes, mais sur des grandeurs un petit peu différentes. On va introduire des notions qui sont le travail, la puissance, l'énergie. Et c'est donc des grandeurs qui permettent d'aborder les problèmes sous un angle différent, qui parfois permet de nous simplifier la vie, parfois ça ne nous simplifie pas la vie, mais ce qu'il faut savoir, c'est que les deux manières sont totalement équivalentes et doivent amener les mêmes résultats. On verra aussi les notions d'équilibre et de stabilité. Et pour continuer, on fera un petit peu de collision. Ce sera aussi un chapitre relativement important, bien que assez court. Et ensuite de ça, dans la deuxième partie de ce cours, on introduira ce que j'appelle le moment cinétique. Le moment cinétique, c'est une grandeur qui est liée à la rotation des objets, qui est liée au mouvement des objets, qui dépend d'un point par rapport auquel on calcule cette grandeur mathématique, c'est un vecteur, et qui dépend de la quantité de mouvement de nos objets. Et pour vous donner aussi un exemple, je reprends celui de la roue, et si je fais tourner cette roue, comme ceci, le fait que j'ai induit la rotation, ça engendre une grandeur, un moment cinétique qui est dirigé le long de l'axe de rotation et qui dépend de la vitesse de rotation autour de la roue autour de son axe. Donc on introduira ces grandeurs et on verra comment les lois de la dynamique on verra comment les lois de la dynamique pour le moment cinétique se modifient, comment est-ce qu'on peut les réécrire. Et ça nous amènera à la partie qui fait le plus peur en général aux étudiants, c'est celle qui permet de décrire le mouvement des planètes autour du Soleil. C'est quelque chose, vous verrez, qui est difficile à faire, mais une fois qu'on a dérivé quelques formules qui sont finalement pas très très compliquées, le mouvement des planètes, c'est quelque chose qui est très très simple. Mais évidemment, le chemin pour y arriver, il est relativement compliqué quand même, quoi. Donc, je vais m'arrêter ici et puis je décrirai juste la fin du contenu du cours la prochaine heure. D'accord ? Et donc, on se revoit à 4 heures au CE3. Oui ? Excusez-moi.